Netflix ne détient plus le monopole du marché du streaming. Des géants de la distribution comme Apple, Amazon ou encore Disney sont devenus des concurrents redoutables et sont en train de grignoter des parts de marché. Dans cette vidéo, vous allez voir quels sont les rapports de force, quelles sont aussi les stratégies utilisées par ces différentes entreprises et comment vous pouvez investir intelligemment dans ce secteur du streaming. Le marché mondial du streaming vidéo était évalué à 42 milliards de dollars en 2019. Il a depuis connu une croissance sans précédent grâce à la pénétration croissante d'Internet, aussi à l'augmentation du nombre d'utilisateurs de smartphones et à l'augmentation des investissements dans la création de contenu. Le streaming a un taux de croissance annuel moyen de 21% et la taille du marché mondial du streaming vidéo devrait atteindre 223 milliards de dollars en 2028. On a le marché nord-américain qui détient la plus grande part historique et qui devrait continuer à dominer le marché mondial au cours des prochaines années. En France, le streaming vidéo prend aussi une place de plus en plus importante dans la vie et dans les habitudes des consommateurs. Le dernier baromètre de la vidéo à la demande publié par le CNC montre que les plateformes de streaming sont en pleine croissance et qu'elles ont largement profité de la crise sanitaire. On est passé en France de 4,5 millions d'abonnés en 2019 à 6,9 millions en 2020. Ce chiffre augmente de jour en jour et connaît une croissance fulgurante. Seulement entre janvier et octobre 2021, le marché de la vidéo à la demande a connu une progression de 10,7% par rapport à la même période en 2020. Et fin 2021, le nombre d'utilisateurs quotidiens de vidéos à la demande sur abonnement dépasse les 8,3 millions en France. On a une offre du streaming qui est composée de plusieurs acteurs, dont certains tiennent une place plus importante que d'autres sur le marché. En France, Netflix, Canal, Amazon Prime et Disney, qui est la dernière arrivée sur le marché, se partagent le haut du classement. Netflix est évidemment le leader incontesté du segment avec 68% de part de marché. Canal en possède 12%, Amazon 11% et Disney 5% pour le moment. C'est un secteur qui connaît une concurrence de plus en plus vive. On a notamment pas mal d'outsiders comme Cinétech, Filmo TV ou encore la plateforme du service public Salto. Et on note également la présence de replays, de chaînes TV qui sont entièrement gratuits et qui génèrent un taux d'audience très important depuis plusieurs années. L'outsider le plus important est celui qu'il faut surveiller le plus près, c'est Apple TV+, parce qu'ils ont des moyens considérables, on le verra en détail juste après. En ce qui concerne le profil de ces utilisateurs, notamment en France, on a vraiment une grande partie qui est des moins de 35 ans, donc vraiment des jeunes, plus de 60% ont moins de 35 ans et seulement 31% ont plus de 50 ans. Et on a un nombre d'abonnés des plus de 50 ans qui a augmenté fortement avec la crise sanitaire et aussi avec les confinements successifs qui ont conduit de nombreuses personnes qui ont cherché des moyens de passer le temps. Ce qu'il faut savoir aussi avec les personnes un peu plus âgées, c'est qu'elles sont moins abonnées mais qu'elles ont plus d'argent, donc elles sont prêtes à payer davantage en termes de montant et davantage de services pour avoir un contenu plus abondant. La demande est vraiment très forte, surtout en ce qui concerne les séries qui ont globalement plus de succès que les films. En 2020, les séries étaient regardées à plus de 60% contre seulement 30% pour les films. Le reste, c'est des documentaires, donc il reste 10% pour les documentaires. On assiste aussi à une forte accélération du transfert de l'audience de la télévision vers le streaming mobile, mais aussi sur ordinateur. Le streaming crée une addiction pour un grand nombre de consommateurs et le taux d'audience des chaînes TV a considérablement baissé depuis l'arrivée de ces services qui sont accessibles sur tous les supports et notamment sur les supports mobiles. On voit que cette durée d'écoute quotidienne de la télévision, elle est en chute libre chez les jeunes de 15 à 34 ans. Vous voyez, c'est la courbe bleue. On est passé de quasiment 170 minutes par jour à moins de 110 minutes. Pour les 34 ans et plus, chez les personnes un peu plus âgées, on voit pour les 34 ans et plus, c'est la courbe qui est juste au-dessus en marron. On voit qu'on a quand même une légère augmentation du temps passé devant les écrans de télévision, mais qui est dans une proportion beaucoup plus infime par rapport à l'énorme baisse des 15-34 ans. Si on prend un peu plus de recul sur le marché de la vidéo, on voit que c'est un secteur qui a quasiment retrouvé son point haut de 2010. C'était un secteur qui avait été ravagé par les sites de téléchargement illégaux dans les années 2012. On voit une belle baisse. Et là, c'est en train d'exploser à nouveau avec des offres qui sont de plus en plus importantes sur les télés, sur les smartphones, avec des abonnements qui sont très peu chers et aussi avec l'extermination de la plupart des sites de téléchargement illégaux. La concurrence est de plus en plus féroce et notamment en France et dans beaucoup de pays occidentaux. Le marché tend aujourd'hui à être saturé. On a des acteurs qui doivent toujours innover pour continuer à séduire à la clientèle et d'autres concurrents qui devraient aussi continuer à affluer dans les années à venir, qui rendent indispensable la création de nouveaux contenus et de nouveaux services pour poursuivre la différenciation, pour avoir une grosse identité et pour fidéliser le spectateur.
Le marché fait face à un défi de croissance. On a aussi aujourd'hui beaucoup de doutes dans ce secteur concernant une possible baisse des revenus, parce qu'on a d'un côté une croissance des revenus qui ralentit alors que les coûts de production ne cessent d'augmenter. Chaque année, les entreprises promettent de dépenser davantage pour créer du contenu de plus en plus qualitatif, de plus en plus ambitieux, et pourtant la croissance du nombre d'abonnés montre des signes de ralentissement. On a une étude du cabinet d'études Imper Analysis qui montre que les entreprises médiatiques dépenseront plus de 230 milliards de dollars en contenu vidéo cette année, en 2022, soit près du double de ces dépenses en 2012. C'est une augmentation qui s'explique en grande partie par la hausse des coûts de tournage. Par exemple, on a la dernière saison de Game of Thrones de Warner Media en 2019 qui a coûté environ 15 millions de dollars par épisode. Un seul épisode, 15 millions de dollars pour Game of Thrones. Amazon va taper encore plus fort avec la série Le Seigneur des Anneaux qui va sortir en septembre 2022 et qui aurait coûté environ 4 fois plus cher. Chaque épisode de la série Le Seigneur des Anneaux coûterait en coût de production plus de 50 millions de dollars. Autre défi auquel doivent faire face les entreprises du streaming, c'est l'exigence du public. Les consommateurs peuvent s'abonner et se désabonner en un clic en fonction de la qualité du contenu. Et souvent, ils s'inscrivent pour dévorer très rapidement le dernier succès à la mode, puis ils annulent leur abonnement quand ils ne trouvent plus grand chose sur la plateforme et quand ils voient surtout le montant qu'ils ont à payer mensuellement pour regarder leur série. Quand on commence à cumuler Apple+, Amazon, Apple Prime Video, qu'on a peut-être un abonnement sur Canal, sur Disney et qu'on veut aussi aller sur Salto, ça peut faire des sommes assez incroyables, peut quasiment dépasser les 200 € mensuels. Donc l'intérêt pour ce secteur, ça va être de trouver des manières de rendre cette activité plus rentable et aussi de prendre des parts de marché aux concurrents. Cette concurrence sur le marché du streaming, elle est saine en termes d'innovation. Par contre, il faut savoir que c'est une guerre, il y aura des morts, il y aura des grands vainqueurs. Chaque entreprise utilise des stratégies différentes. Vous allez voir qu'elles sont assez étonnantes, on va les analyser ensemble. L'entreprise pionnière du secteur, c'est Netflix, qui a été créée en 1997. Ils étaient à la base loueurs de films et de séries en DVD. Déjà très en avance sur leur époque, ils étaient assez agiles. Ils avaient un modèle d'abonnement par voie postale et ils se différenciaient par rapport à leurs concurrents qui étaient plutôt sur un réseau de distribution physique qui était très encombrant avec d'énormes charges. Donc eux, ils envoyaient des films et des séries en DVD par la poste. C'est la première plateforme de streaming, elle a été lancée en 2007 avec comme base des catalogues de contenu entièrement produits par les grands studio hollywoodien. C'était un catalogue qui était ultra fourni avec des prix compétitifs par rapport à la télévision payante. Et ce modèle Netflix, il avait tout pour cartonner. L'entreprise est entrée en bourse en 2002 et sa cotation sur la Nasdaq lui a permis de lever 82 millions de dollars. Vers la fin des années 2010, Netflix prend conscience que son modèle de pur distributeur n'est pas viable à long terme parce que son succès commence à faire des envieux. Les négociations commerciales avec les studios de cinéma commencent à se tendre, évidemment. Ils commencent à voir que c'est un danger pour leurs revenus. Et ça a pour effet de renchérir les coûts de constitution de son catalogue, donc forcément pour acheter des films et des séries, les studios commencent à être un petit peu exigeants et à vouloir leur part du gâteau, donc ça devient de plus en plus compliqué pour Netflix dans les années 2010. Et on a le fondateur Reed Hastings qui comprend que les studios les plus puissants finiront par lancer tôt ou tard des plateformes de streaming concurrentes et qu'ils feront probablement le choix de se réserver l'exclusivité de leur production. Et donc il y avait un risque à l'époque d'un assèchement du catalogue pour Netflix. Netflix commence donc une stratégie de création de contenu original. On voit que cette part de contenu original, elle a explosé dans le temps et le succès est au rendez-vous. Les contenus originaux fonctionnent et stimulent la croissance de Netflix. En termes de croissance, dernièrement, c'est un petit peu moins rose pour Netflix qui a annoncé au premier trimestre 2022 qu'il n'ajouterait que 2,5 millions de nouveaux membres. Le marché ne lui a pas tellement pardonné, on en parlera dans la dernière partie de la vidéo, on verra un petit peu une analyse de l'action Netflix, mais il s'agirait du premier trimestre le plus faible depuis 2010 pour Netflix. Et l'action a donc fortement décroché en perdant moins 20% à la suite de cette annonce, mais toutefois on reste sur une tendance très haussière, on le verra dans la dernière partie. Le problème pour Netflix, ce n'est pas forcément son nombre d'abonnés dont la croissance diminue un petit peu, ils ont toujours 2,5 millions d'abonnés supplémentaires, le problème vient de ses coûts. Ces coûts, ils sont de 3 ordres. Les premiers, ce sont les coûts d'hébergement de ses contenus. Netflix est notamment client d'Amazon en la matière, ils hébergent sur Amazon Web Service, qui est un service cloud de stockage de données pour les particuliers, pour les entreprises. Et ces coûts d'hébergement, forcément, ils augmentent avec le nombre d'abonnés, le nombre de visionnages et avec la qualité audiovisuelle de ces séries qui, forcément, sont de plus en plus importantes avec le passage à la 4K.
Netflix a aussi des coûts marketing très importants, qui est aussi entre 2,2 et 2,7 milliards de dollars par an depuis 2018, donc principalement sur les réseaux sociaux, et les coûts sur les réseaux sociaux, les coûts d'acquisition augmentent fortement. Et enfin, on l'a évoqué juste avant, Netflix fait face à d'importants coûts de contenu, ils sont liés à l'acquisition de droits d'exploitation de contenu tiers, mais aussi de plus en plus, comme on l'a vu, à la production de contenus originaux, qui sont vraiment essentiels pour pouvoir se différencier dans cet univers si concurrentiel. À titre d'illustration, le film Red Notice, avec notamment Dwayne Johnson, affiche un budget de 200 millions de dollars rien que pour ce film. Voilà pourquoi ces coûts, en l'espace de 3 ans, ont quasiment doublé. Donc Netflix est engagé dans une trajectoire de coûts croissants et les investisseurs anticipent peut-être le moment où la croissance des revenus ne permettra plus de couvrir ses coûts opérationnels. D'après l'entreprise, elle se présente comme la liste de contenu la plus solide à ce jour. On peut notamment citer des succès comme Squid Game, sa série la plus populaire, et Red Notice, son film le plus populaire. On a des analystes qui sont quand même assez négatifs, notamment la banque d'investissement Morgan Stanley, qui pense que Netflix terminera l'année 2024 avec 260 millions d'abonnés contre les 300 millions annoncés par l'entreprise. Ce rapport souligne aussi que son revenu en 2024 n'augmentera que de 10% contre les 15% annoncés par Netflix. Donc voilà, pas mal de défis pour Netflix qui reste quand même le leader incontesté. On passe ensuite au service d'Amazon Prime Video qui s'impose peu à peu dans son pays d'origine aux USA tout en tentant de se développer à l'international au fil des années. Amazon est né en 94 aux États-Unis, il aura fallu attendre jusqu'en 2006 pour que le service de streaming du groupe américain voit le jour. C'était disponible à la base uniquement dans 5 pays, aux États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche et Japon. La plateforme est actuellement accessible dans plus de 200 pays depuis 2016. Et Prime Video vient concurrencer Netflix avec un avantage énorme qui est son prix, parce que Amazon Prime Video est gratuit pour tous les abonnés Amazon Prime, qui est l'offre de livraison gratuite et rapide proposée par Amazon à ses clients. Donc pour seulement 49€ par an, les clients Amazon ont la livraison gratuite et en un jour ouvré dans le monde entier, plus le service de vidéo. Et ils viennent de lancer aussi un abonnement séparé avec une offre à Amazon Prime Video à 5,99€ par mois, contrairement aux plus de 15€ qui sont facturés par Netflix. Donc en termes de prix, c'est vraiment hyper intéressant, ils sont venus casser le marché. Amazon s'est inspiré de Netflix, ils n'ont pas reproduit leurs erreurs et ils se sont rapidement rendus compte qu'ils devaient se mettre aux contenus originaux s'ils voulaient séduire les adeptes du streaming et ne pas rentrer dans un bras de fer avec les grands studios de production américains. Ils ont donc créé une division baptisée Amazon Studio en 2010, donc ils créent leur contenu inédit depuis 2010. Ils ont eu un coup de mou en 2018, si bien qu'ils ont même songé à un moment à se tourner vers des projets plus rémunérateurs que le streaming, mais ils ont décidé ensuite de revenir en force en faisant l'acquisition des droits du Seigneur des Anneaux afin de l'adapter en une série d'au moins 5 saisons. C'est une transaction qui a coûté à Amazon 250 millions de dollars. Donc 250 millions de dollars pour acheter les droits et ensuite ils ont alloué un budget record de 450 millions de dollars pour réaliser cette série Le Seigneur des Anneaux. L'objectif c'est d'avoir une série à la Game of Thrones sur Prime Video, mais pour l'instant Amazon reste plutôt discret sur le projet. Ils ont fait notamment l'acquisition de droits sportifs comme la Ligue 1, Roland Garros et la NFL aux États-Unis, et aussi le rachat des mythiques studios MGM pour la bagatelle de 8 milliards de dollars. Ça leur permet donc de mettre la main sur 17 000 contenus télévisés et 4 000 films. Donc au lieu de négocier à chaque fois le catalogue avec les studios, notamment américains, ils ont acheté des studios directement, comme ça ils ne seront plus dépendants de ces négociations. Pour Amazon, le streaming ça reste une activité secondaire, donc ils ont choisi la logique des petits pas pour l'instant, même s'ils ont quand même fait des grosses acquisitions. Le gros point fort d'Amazon, c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau, c'est-à-dire qu'ils ont tellement d'utilisateurs sur leur plateforme de vente de produits en ligne que leur offre de vidéo est proposée à des millions de personnes chaque jour et ça va permettre d'attirer énormément d'autres utilisateurs. Ils ont aussi un taux de désinscription qui est très faible parce que leur service de streaming vidéo il est lié à Prime Video, le service de livraison haut de gamme, et donc on a très peu d'utilisateurs qui quittent Prime parce que essayer Prime en ayant cette fameuse livraison rapide et gratuite en un jour ouvré de n'importe quel produit en ligne, forcément c'est très intéressant
et les clients deviennent complètement accros. Amazon Prime, c'est aussi des jeux vidéo, une bibliothèque de livres numériques et un hébergement de fichiers dans le cloud. Donc on voit qu'Amazon part du retail, parle des produits de sa boutique en ligne Amazon et qu'ensuite ils proposent un petit peu tous leurs services, que ce soit la vidéo, le stockage de fichiers en ligne, la livraison rapide. Et Amazon Prime Video dépasse désormais les 200 millions d'abonnés dans le monde. Donc voilà, pour Amazon, surtout un effet de réseau grâce à sa boutique en ligne qui lui permet de se développer petit à petit avec une offre surtout défiant toute concurrence, des gros services et un tarif très faible. On va parler maintenant d'Apple TV+, qui a vu le jour très récemment, c'était en novembre 2019, dans une centaine de pays avec des programmes originaux à un prix cassé. Il affiche le prix le plus bas du secteur, à 4,99€ par mois, donc ils se sont alignés sur l'offre d'Amazon Prime. Ils ont aussi un effet de réseau, mais cet effet de réseau, il est dû au matériel, notamment avec les iPhones, les MacBooks. Ils offrent des périodes d'essai, notamment de 7 jours. On avait aussi des périodes d'essai d'1 an sur l'Apple TV. Et cette offre d'1 an sur Apple TV+, elle était généralisée à tous les achats d'iPhone, d'iPad ou de Mac. Donc à chaque fois qu'un utilisateur achète un produit Apple, il a 1 an de service Apple TV+ offert. Et ensuite, il est facturé automatiquement 49€. Si la personne résilie cette offre d'abonnement, elle ne peut plus y accéder. Donc c'est-à-dire que c'est un essai gratuit, mais ensuite, il faut résilier par vous-même. Et si vous résiliez, vous n'avez plus accès à cette offre directement. Donc c'est assez pernicieux comme offre. Le gros point faible d'Apple TV+, c'est leur contenu. Ils n'ont pas un énorme catalogue, ce qui entraîne un taux élevé de désabonnement. On a eu quelques succès notables comme Ted Lasso, mais ils ont vraiment des difficultés à fidéliser les utilisateurs sur leur service vidéo. Leur objectif, c'est surtout de miser sur la qualité de leur création plutôt que sur la quantité, ce qui est une approche qui se différencie beaucoup de Netflix et d'Amazon Prime. Le gros défi d'Apple, ça va être d'amener les utilisateurs des appareils Apple à renouveler leur abonnement après l'année offerte. Pour l'instant, ce service compte plus de 20 millions d'abonnés et Apple envisage d'avoir plus de 36 millions d'abonnés payants d'ici 2026, ce qui la placerait encore loin derrière ses concurrents. On voit clairement qu'il y a un manque d'enthousiasme chez Apple, en tout cas en termes d'investissement dans ses services vidéo. On sait que le contenu est roi. Ils annonçaient privilégier la qualité à la quantité, mais pour l'instant, en 2021, ils n'ont investi que 2 milliards de dollars pour le cinéma et la télévision. C'est très faible par rapport aux concurrents. Ça représente vraiment une infime partie de leur budget en 2021. La création de contenu par Apple TV+ représentait seulement 0,6% des revenus de l'entreprise. Donc le défi d'Apple, ça va être de réduire le taux de désabonnement à son service vidéo, et une bonne stratégie, ce serait de racheter, pourquoi pas, des studios de cinéma. On a eu notamment des rumeurs avec notamment le rachat de Lionsgate, mais pour l'instant, très peu d'investissement de la part d'Apple dans ce contenu pour le streaming. Autre mastodonte, c'est Disney+, qui a été lancé en novembre 2019 aux États-Unis et 4 mois plus tard en France. Disney, c'est la dernière arrivée dans l'aventure du streaming vidéo. C'est la plus grande société de médias du monde qui fêtera son 100e anniversaire l'année prochaine. Et ils ont dû se moderniser, s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation. Et aujourd'hui, Disney a dû abandonner petit à petit une activité de télévision par câble qui était pourtant très rentable et d'accepter de transférer ses meilleurs contenus du câble vers son service de streaming. Jusqu'à présent, Disney+ est clairement un succès. L'objectif initial de Disney, c'était d'atteindre au moins 60 millions d'abonnés au cours de ses 5 premières années, c'est-à-dire jusqu'en 2024, et il y est parvenu en moins de 12 mois et espère désormais atteindre 260 millions d'abonnés d'ici là. En termes d'investissement, Disney compte miser énormément sur le streaming avec notamment ce succès de son lancement de Disney+, un bien meilleur lancement que prévu, et donc ils estiment investir plus de 9 milliards de dollars en 2024, ce qui serait déjà beaucoup plus qu'Apple et encore beaucoup moins que Netflix. C'est un succès qui est quand même à relativiser parce que l'abonnement Disney+ coûte 2 fois moins cher que celui de Netflix. Et ensuite, l'intérêt, ça va être de réussir à conserver ses abonnés, ce que n'a pas su faire Apple. Et l'un des défis de Disney, ça va être de créer du renouvellement. On sait que Disney a des super séries, des super classiques, mais la plateforme va-t-elle réussir à réinventer des séries, à créer du contenu novateur comme sait le faire Netflix? Ça, on en est moins sûr.
Voilà pour les stratégies de ces grands groupes. Maintenant, on va se poser la question, qui seront les vainqueurs de cette guerre du streaming? En termes d'offres, pour l'instant, il est très compliqué de disposer d'un avantage concurrentiel face à Netflix, qui est vraiment le leader en termes de contenu. Son catalogue reste parmi les plus fournis, notamment en matière de licences à fort impact culturel, et conserve un certain avantage technologique et désormais une certaine patte dans sa création de contenu exclusif. On a quand même un concurrent en termes de catalogue qui est très intéressant, c'est Disney qui dispose d'un fort pouvoir attractif auprès des jeunes et des familles. En termes de puissance capitalistique, en termes de moyens financiers, par contre, Netflix est largement dépassé par ses concurrents, Amazon, Apple et même Disney, qui ont beaucoup plus de revenus, des revenus qui sont beaucoup plus diversifiés que Netflix. On a Amazon notamment qui est un e-commerçant et un logisticien, Apple constructeur d'appareils électroniques et Disney qui peut quand même compter sur le cinéma mais aussi sur les parcs à thème, le merchandising et sur les voyages. Ces acteurs sont donc beaucoup moins dépendants vis-à-vis de la rentabilité de leur division streaming que l'est Netflix, qui n'est pas du tout diversifié. Netflix, c'est du streaming uniquement. Donc ces concurrents, Apple, Amazon et Disney, peuvent se permettre d'être très agressifs sur les prix, voire de perdre de l'argent pour prendre rapidement des parts de marché dans un secteur qui pour eux n'est qu'un complément. On voit donc que le rapport de force entre Netflix et ses concurrents est vraiment disproportionné. Apple et Amazon s'améliorent en matière de succès et ont suffisamment d'argent pour fonctionner à perte aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Si un jour Apple ou Amazon décident de faire du streaming une activité stratégique, Netflix aura clairement d'énormes difficultés à tenir le rythme. Le risque pour Netflix, ce serait de se retrouver comme Sega, qui était un pionnier de l'industrie du jeu vidéo, mais qui a fini par sortir du marché de la création de consoles de jeux vidéo, faute de pouvoir suivre l'intensité technologique et surtout capitalistique imposée par ses concurrents qui étaient Sony et Microsoft. Donc à voir si Amazon ou Apple décident de faire du streaming leur priorité, ils n'auront très peu sur la durée, ils pourront très facilement écraser Netflix vu leur puissance financière. Voilà pour les différentes stratégies et pour les rapports de force des secteurs du streaming. Maintenant, on va voir comment investir dans le streaming. On va parler un petit peu des actions, notamment avec l'action Netflix qui vaut désormais 391 $. En 3 ans, depuis 2019, on est sur une hausse de 31%. Donc là, on est sur une belle correction. On voit qu'on vient de retomber sur la moyenne mobile de 100 périodes. L'action Amazon a connu une hausse beaucoup plus importante avec 89% depuis 2019. Elle a une petite correction sur la moyenne mobile 100 périodes. Elle vaut actuellement 3000 $. L'action Apple qui a littéralement explosé ces 3 dernières années, plus de 360% de hausse. On n'a quasiment même pas corrigé depuis la petite correction sur les marchés actions dernièrement, au début de l'année 2022. Regardez l'action Apple qui est clairement en lévitation. Ce ne sont pas des conseils en investissement, je vous invite à faire vos propres recherches, mais si vous voulez investir dans les actions, moi personnellement j'utilise le courtier Trade Republic, c'est un courtier qui est très peu cher, ils sont aussi très transparents sur leurs frais, on paye 1 € par ordre, vous achetez une action, vous payez 1 €, vous revendez une action, vous payez 1 €. C'est valable si vous achetez une action ou 100 actions, donc ça peut être très intéressant. Ce terme de frais, en tout cas, c'est vraiment transparent. C'est aussi un courtier qui est sérieux, ils sont régulés. Donc si vous êtes intéressé pour investir dans les actions, vous pouvez passer par mon lien juste en dessous de cette vidéo et en description, grâce auquel vous allez avoir une action offerte valant jusqu'à 200 €. Je toucherai également une action, donc c'est clairement un partenariat gagnant-gagnant. En ce moment, j'ai aussi une formation offerte, c'est la formation Nasdaq Trading, dans laquelle je vais vous dévoiler des stratégies pour gagner un complément de revenu grâce aux indices boursiers américains. Cliquez juste en dessous de la vidéo pour télécharger gratuitement cette formation. Elle vaut normalement 99 €, mais elle est offerte sur cette chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt, merci pour votre attention. Pensez aussi à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez des vidéos un petit peu dans ce genre, n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.